Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième ronde du sommet Sciences Hockey UQTR 2.0. On est très content aujourd'hui d'aborder un sujet qui est actuel. On parle de hockey finlandais aujourd'hui. Le hockey finlandais, on sait qu'il y a une émergence depuis les dernières années, puis ça va être un plaisir aujourd'hui d'accueillir Yves Archambault. Il n'y a pas personne mieux placé que lui pour nous parler du hockey finlandais. Yves Archambault, c'est 40 ans d'implication dans le hockey, autant en tant que joueur, entraîneur. Il a été entraîneur dans le hockey élite. Il était activement impliqué au niveau de Hockey Québec, qui est actuellement directeur régional section Québec du membership de Hockey Canada. Et c'est aussi l'auteur du livre Rencontre au sommet du hockey international, dans lequel il a pu vivre l'expérience de rencontrer les Finlandais puis d'aborder un peu la question du hockey finlandais. Donc, une aventure qu'il a vécue en 2016. Donc, aujourd'hui, on aborde un peu ces aspects-là. Puis, avant tout ça, je vous place un peu dans le contexte du hockey finlandais. Si on recule un peu dans le temps, on se rappelle dans les années 80 du célèbre Jari Kurri, qui était un joueur. On se rappelle que le succès des joueurs finlandais était un peu, pas des cas isolés, mais il y avait une progression qui se faisait. Les joueurs finlandais apparaissaient dans les réseaux professionnels internationaux. Et aujourd'hui, on a des joueurs on en trouve des joueurs finlandais dans l'élite de la Ligue nationale couramment, plusieurs par année. Et tout récemment, les Finlandais ont même des succès au plan collectif avec des conquêtes du championnat mondial et même au hockey féminin. On peut penser aussi au championnat mondial junior. Donc, beaucoup de questionnements. Ça suscite beaucoup de réflexions chez les passionnés de hockey, puis de mieux connaître un peu ce qui se passe à travers le hockey finlandais. Donc, Yves, en entrée de jeu, toi qui as vécu l'expérience de hockey finlandais, comment tu pourrais décrire le modèle de développement du hockey finlandais? Donc, merci Jean de me permettre d'aller dans le vif du sujet immédiatement. Il faut dire que ma présentation est basée sur un livre que j'ai écrit et qui est sorti en 2016 en version électronique. C'est basé sur beaucoup d'échanges que j'ai eu avec la Fédération finlandaise entre 2009 et 2015 surtout. C'est sûr que depuis chaque année, j'ai une chance d'être en contact aussi de façon plus sporadique, mais c'est quand même plusieurs années d'échanges. Il y a plusieurs sujets moi, qui m'intéressent, plus particulièrement qui sont les dominantes au niveau du hockey finlandais. J'en ai choisi 3 pour le but de cette présentation, soit que c'est une fédération qui est vraiment solide, le programme de haute performance est à souligner, et tout comme l'encadrement des joueurs qui est quand même très avancé. Maintenant, tu nous abordes un peu comment la fédération est développée dans le modèle finlandais. Oui, mais pour comprendre, Jean, toute la notion du hockey finlandais, d'abord, c'est une population d'à peu près 5 500 000 habitants. Ça nous permet de faire une comparaison canadienne et puis québécoise. Entre autres, il y a 70 000 joueurs environ. Il y a 200 clubs et ils sont répartis en 8 districts. Comme on sait au Québec, on est basé sur 14 régions et puis au Canada, il y a 13 membres en tout. Donc, c'est important d'avoir un peu les comparatifs. Et sur ce petit diagramme-là, sur la map de la Finlande, on voit que le numéro 8, en fait, ça correspond à tout ce qui est le secteur Helsinki. Alors, c'est une fédération quand même qui a ses bureaux à l'Arena Hartwall, où joue actuellement Jokerit, une équipe assez connue et reconnue en Finlande et dans le monde. Cette fédération-là a plus de 50 employés. En tout cas, c'était le cas dans les années 2010. 50 employés, dont une trentaine au bureau principal. Et puis, il y a 20 employés qui sont répartis à travers toute la Finlande. Et plus tard, dans ma petite présentation, il va y avoir des éléments qui vont venir sur ces gens-là qui sont en région. Cette fédération est, tout comme le Québec et le Canada, c'est basé sur les bénévoles, qui est la pierre angulaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs, beaucoup de jeunes à prendre soin. Donc, oui, il y a de l'encadrement professionnel, mais il y a beaucoup de bénévoles impliqués. Le financement, ce qu'il faut dire, c'est que grâce à la tenue de championnats du monde, que ce soit senior, junior ou championnat mondial junior, le hockey féminin, les championnats mondiaux permettent à la Finlande d'aller chercher des budgets additionnels. Et pour, grosso modo, pour un championnat du monde senior,
qui est tenu en Finlande, on peut penser à des bénéfices qui tournent autour d'environ, je dirais, 25 millions d'euros. En fait, 15 millions d'euros qui permet à la Finlande à chaque fois de financer des initiatives au cours des années subséquentes et qui permettent de travailler stratégiquement. C'est un budget annuel et c'était comme ça dans les années 2015 environ, d'à peu près 17 millions d'euros, soit 25 millions de dollars. C'est quand même énorme par rapport aux petites fédérations, aux membres provinciaux dans une fédération nationale. Donc, beaucoup d'argent pour un bassin de joueurs quand même, somme toute, qui est pas du tout exagéré. On peut passer à la suivante. Oui. Qui est déjà rendu là. Merci, Jean. Donc, l'autre élément qui est fort au niveau de la Finlande, c'est un centre national d'entraînement qui est à Virumäki. D'abord, le site, c'est assez exceptionnel. La Fédération finlandaise est actionnaire principal à 51% de tout ce centre-là, qui comprend évidemment 2 patinoires, une internationale et une, je dirais, de niveau nord-américain. Et en plus de ça, il y a des terrains de golf, il y a plus de 45 trous, il y a des gymnases, il y a des terrains de sport extérieurs, tout autour de la santé, du conditionnement physique et des sports. Et puis l'hébergement, c'est assez exceptionnel sur ce site-là. On parle d'hôtels, de villas, de chalets, etc. Dans ce site-là, au niveau de l'IHF, qui est la Fédération internationale de hockey sur glace, eux ont un bureau, un centre de documentation internationale qui gère. C'est plutôt maintenant en ligne, tout ça en ligne. Et justement, à cet effet-là, ils ont développé un volet portail où c'est possible pour les entraîneurs de se rendre au niveau de ce qu'ils appellent le Hockey Center, hockeycentre.org. Et en faisant en composant ça sur le web, vous allez être capable de vous rendre à ce portail-là et c'est possible de s'y abonner. Je trouve que c'est un outil très intéressant parce que toutes les conférences au niveau des championnats mondiaux au cours des dernières années, il y a toujours une conférence pour entraîneurs et tout ça a été filmé et disponible pour les entraîneurs. Donc ça, c'est fait par la Fédération internationale, mais jusqu'à un certain point, il y a toute une collaboration qui se fait avec la Fédération finlandaise pour ce centre-là. Et ils ont aussi un volet finlandais du site, de ce portail-là, où les entraîneurs ont accès déjà depuis 2010 à tous les outils d'exercice, des vidéos sur l'entraînement physique hors glace, des contenus pour les entraîneurs. Donc, puis l'université, juste avant de revenir un peu, Jean, avant de passer à la prochaine, l'université, il y a une université sur le site qui est plutôt axée sur, je dirais, l'enseignement et le développement du sport. Et la Fédération internationale a développé en partenariat avec la Finlande un programme de premier cycle je dirais, en développement et en opération en hockey qui sert à toutes les nations de hockey au monde. Plusieurs envoient des gens vont étudier là, les jeunes, et sortent avec un diplôme de premier cycle et ça favorise et ça permet d'accentuer ou d'améliorer le développement du hockey à l'échelle planétaire. On peut maintenant, puis on finit avec l'équipe nationale, vite. L'équipe nationale, Jean s'entraîne dans ces centres-là, évidemment. Donc, une glace internationale, mais ils ont toutes les vestiaires, c'est très bien fait. Rien de très luxueux, mais super bien fait, super efficace, super pertinent, avec des heures d'entraînement autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, pour tous les programmes des équipes nationales à partir de moins 15 ans jusqu'à l'équipe senior, c'est l'endroit privilégié. Maintenant, pour terminer au niveau de la fédération, tout à l'heure, on a parlé de 200 clubs, mais en réalité, souvent en Finlande, on va faire référence aux 14 ou 15 équipes SM Liga professionnelles qui font partie de la ligue professionnelle et qui compétitionnent là, comme toutes les professionnelles toute l'année et c'est télévisé. Et il y a aussi à peu près 12 clubs qu'on peut dire ce sont des clubs semi-professionnels. En Finlande, ils appellent ça la Mistis. Et c'est vraiment réservé aux joueurs plus jeunes
qui sont entre deux après le junior élite et entre ce qu'on pourrait appeler leur ligue nationale. Donc, ça fait 26 clubs qui regroupent. Après ça, chaque club de ces 26 principaux clubs-là vont regrouper tous les petits clubs autour, dépendamment de la région où ils sont situés. Et ça permet d'abord d'avoir un suivi, une diffusion d'informations, un développement vertical qui est beaucoup plus grand. Et le joueur, lorsqu'il arrive vers 14 ans, va être appelé à se déplacer dans le club principal parce que tous les services sont là et au niveau du développement, ça va être un peu plus efficace. C'est un peu la façon de travailler. Pour ça, vous avez ce qu'ils ont appelé des parapluies, en fait, d'avoir une meilleure communication pour aller puis avoir des services de premier plan dans les 26 gros clubs de la Finlande. Donc, quand même, un petit pays, mais hautement passionné de son sport avec, comme tu le mentionnes, beaucoup d'investissements, beaucoup de travail en termes de développement et de passion pour le sport. Puis, fait intéressant, tu amènes aussi le point du bénévolat, qui est quand même un aspect qui est intéressant aussi sur ce point-là. Une fédération solide. Maintenant, comment tu as vécu l'expérience ou comment les connaissances que tu as acquises pour nous parler un peu comment se développe la haute performance en Finlande? Parce qu'on sait que le pays, comme je le mentionnais en entrée de jeu, il atteint des standards comparables aux grandes puissances mondiales. Donc, comment on s'y prend? Mais ça, en fait, tout comme dans la section précédente, j'ai remarqué, on peut dire qu'il y a 3 points principaux par rapport au programme de haute performance. D'abord, ils ont ce qu'ils appellent la route des lions, le lion étant le logo sur le chandail de l'équipe nationale. Et c'est un peu symbolique aussi, évidemment. On reconnaît le lion comme le roi des animaux de la jungle. Donc, on peut penser qu'il y a une certaine symbolique qui s'installe. Mais à partir de 14 ans, les joueurs vont être évalués dans leurs 8 districts et vont s'amener au centre à Virumaki, 8 fois 20 joueurs de chacun des districts afin de participer au premier camp, ce qui est la porte d'entrée pour les Finlandais. Donc, il y a des activités à 13, on pourrait dire à 12 ans, 13 ans, mais elles se font par district. Et le premier pas national se passe donc quand les joueurs ont 14 ans et puis se retrouvent à Virumaki. La sélection est faite par des entraîneurs-chefs professionnels de district que je vais aborder un petit peu plus tard dans la présentation. Et c'est fait aussi en collaboration avec des entraîneurs-chefs de club et les meilleurs entraîneurs disponibles dans les secteurs où a lieu l'évaluation. J'ai déjà eu la chance d'assister à une séance. Donc, il y a des séances de développement en plus d'évaluation. Lorsqu'il arrive cette sélection-là, on peut penser que c'est quelques semaines en contenu additionnel pour les meilleurs joueurs. Les critères d'évaluation ressemblent beaucoup aux critères d'évaluation au Canada, au Québec. Tout d'abord, la qualité au niveau des 4 rôles au hockey, savoir porteur. Lorsqu'on est non porteur, on n'a pas la rondelle, on chasse la rondelle ou on surveille un joueur un peu plus éloigné. Alors, ces 4 thèmes-là sont repris, sont évalués tout au long du processus. On parle d'habilité aussi, toutes on peut dire les habilités en patinage, en contrôle de rondelle sont aussi évaluées. Et on va évaluer tout ce qui est caractère, le caractère au niveau d'être compétitif. On va tenir compte de ça. Et finalement, un peu comme tous les systèmes d'évaluation, à partir de 14 ans, on se dit, on essaie d'évaluer à chaque année, est-ce qu'on est devant un joueur qui est potentiellement pour faire partie de l'élite mondiale? Est-ce que potentiellement, il va compétitionner pour l'équipe de Finlande? Est-ce qu'il va jouer éventuellement dans un niveau de ligue professionnelle finlandaise ou européenne? Et après ça, les 2 derniers points étant des joueurs de développement. Et éventuellement, il y a moins de possibilités pour ce type de joueurs-là pour faire partie du programme national. Ça, c'est rien de particulier, rien de différent de ce qu'on peut vivre aussi dans les autres nations. L'autre élément, au niveau des entraîneurs nationaux, c'est vraiment une belle caractéristique. Je ne connais pas ça dans d'autres pays. Pour autant d'équipes nationales, d'avoir des entraîneurs-chefs à temps plein. Alors, c'est le pari qu'a pris la Finlande dans les années 2015 environ. Alors, vous avez pour chaque équipe U20, U18, U17, U16, un entraîneur à temps plein. Alors, souvent, les gens vont dire, mais comment on peut faire pour avoir des entraîneurs
à temps plein pour à peu près 6 à 8 semaines d'activité. Mais en fait, c'est plus que ça parce qu'on va demander à l'entraîneur-chef d'aller voir ces joueurs-là en club, de parler aux entraîneurs qui les ont dans l'année, être capable d'évaluer si la progression va bien en fonction des objectifs qui ont été fixés. Est-ce qu'il y a lieu d'activer d'autres éléments? Est-ce que on peut donner des trucs aussi à l'entraîneur, comment on a interpellé ce joueur-là dans les camps? Donc, une façon de suivre continuellement le joueur. Et puis, en plus, imaginez toute la communication qui peut partir du national et aller dans les ligues élites pour les joueurs juniors, pour les joueurs midget. Donc, c'est exceptionnel d'avoir un suivi continu toute l'année. Et c'est vraiment une caractéristique du programme finlandais. L'autre élément qui me semble important, c'est toute la qualité des regroupements, la quantité des joueurs, mais surtout le nombre de jours passés ensemble dans une année. Pour le programme U16, par exemple, ils sont ensemble pour 6 à 8 semaines. Alors, c'est quand même énorme si on compare avec ce qui peut être fait du côté canadien, entre autres. Puis, on peut découler ça après ça sur le niveau des provinces. Donc, beaucoup de temps ensemble. Et ce qui favorise ça, c'est les pauses internationales. Il y en a au moins 3 durant la saison. Et puis, à ce moment-là, il n'y a pas de hockey pour ces ligues élites-là. Donc, il n'y a pas de compétition avec ces regroupements-là et les équipes originales. Donc, on n'est pas en train non plus de peut-être mettre les équipes un peu en porte-à-faux dans leur compétition. Il n'y en a pas de compétition, donc ils peuvent vraiment se concentrer sur leurs activités. Et activités où il y a beaucoup de compétitions contre les autres nations autour, souvent en Europe, mais aussi des fois de niveau international. Et ça permet toute une cohésion qui est assez unique là, pour un programme finlandais. Lorsque le joueur arrive pour l'équipe nationale junior, il y a beaucoup, beaucoup de temps passé ensemble. C'est sûr que le bassin n'est pas restreint à 20-30 joueurs, probablement plus 60-80 joueurs. Il y a des rotations, il y a des progressions, il y en a qui surviennent aussi, qui surgissent, qui s'ajoutent. Mais dans l'ensemble, les meilleurs joueurs restent les meilleurs joueurs et ils ont beaucoup, beaucoup de temps passé ensemble. Je voulais terminer un peu aussi par rapport parce qu'on a un centre d'entraînement national à Virumaki où il y a toutes les installations possibles. Donc, on peut travailler en préparation physique, mentale, tout ce qui est du testing est fait de façon consciencieuse lors des regroupements qui sont déterminés. L'autre élément, et on parle d'encadrement de joueurs, je vais parler ici des entraîneurs-chefs. C'est peut-être une mauvaise traduction. Les Finlandais vont dire en anglais eux-mêmes « head of coaching », mais c'est plutôt comme un responsable d'entraîneur technique, mais pas administratif, mais vraiment un expert technique qui est capable d'aider les entraîneurs. Ils ont 2 différents niveaux d'entraîneur-chef. Il y a celui des districts. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 8 districts. Donc, dans ces 8 districts-là, il y a un entraîneur-chef de district, donc dans les 8. Et ces gens-là, ces entraîneurs-là sont responsables de travailler avec les clubs de leur région à eux, de faire la formation de base des entraîneurs bénévoles, mais surtout d'aider les entraîneurs sur la glace avec les équipes. Ça peut être Pee-wee Bantam de cet âge-là, travailler avec eux dans leur développement et d'appui aussi aux entraîneurs. C'est des gens, donc, des gens de terrain. Au niveau des entraîneurs-chefs de club maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en 2004, après les championnats mondiaux, une des stratégies, c'était d'appuyer des clubs beaucoup plus au niveau de l'enseignement des joueurs. Ils ont établi un nouveau programme qui était l'entraîneur-chef de club. Et pendant les 3 années suivantes, ils ont formé un certain nombre d'entraîneurs et les salaires étaient payés pour les 3 premières années par la fédération. Donc, en support et en mise en place de ce programme-là. Donc, je vous parle de 2004. Il y avait dans une première cohorte à peu près une vingtaine d'entraîneurs-chefs. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 entraîneurs-chefs de club. Donc, au début, ça s'est installé par la mise en place et l'aide financière de la fédération. Puis après ça, graduellement, les 26 clubs que je vous ai parlé tout à l'heure, plus forts financièrement et les plus importants, eux ont investi. Et maintenant, c'est eux qui prennent charge de ces salaires-là. Donc, ces entraîneurs de chefs de club-là travaillent autant au niveau de la planification de l'entraînement,
que du support aux entraîneurs et ils sont appelés aussi à aller sur la glace. Mais comme les clubs sont gros, ils finissent par avoir des fois moins de temps à appuyer tous les entraîneurs sur une base régulière. Donc, c'est le rôle des entraîneurs-chefs. Et si on continue maintenant au niveau des entraîneurs, c'est un autre type d'entraîneur. Celui-là, c'est l'entraîneur des habilités. Donc, on a parlé de 2004, mais en 2013, après les championnats du monde qui ont eu lieu 2 années consécutives en Suède et en Finlande, la Finlande a eu un très bon succès financier aussi avec l'organisation de ces 2 compétitions-là. Encore une fois, il y a des grosses sommes d'argent qui ont été disponibles. Et on a mis en place un programme d'entraîneurs d'habilité. Au départ, on voulait des entraîneurs, on pourrait dire entraîneurs-chefs, un peu comme on l'a établi dans 2004, mais plus pour les jeunes. Donc, on parle de peut-être 8 ans, 9 ans à 14 ans. Et puis, rapidement, ce programme-là est devenu plus sous la forme d'entraîneurs d'habilité pour vraiment mettre l'accent sur l'habilité. Et les 26 gros clubs ont pu commencer à utiliser ce genre d'entraîneurs d'habilité-là. Encore une fois, financé pour les 3 premières années par la Fédération finlandaise. Et après ça, disons, avec l'implication des clubs aussi. Donc, encore une fois, un investissement pour aller enseigner les habiletés dans les clubs principaux. Et ces entraîneurs d'habilité-là, dont leur travail est exclusivement sur la glace ou presque, va aussi aller dans les clubs plus petits sur une base régulière pour aider à développer des jeunes qui sont aussi, on peut dire, en cheminement vers le club principal. Et pour terminer la section d'encadrement, donc, j'ai quand même donné des intervenants professionnels en grand nombre en Finlande. Et s'ajoute à ça 8 entraîneurs-chefs de gardiens de but de district, à chaque district. Un entraîneur-chef de l'équipe nationale de la Finlande en chef. Et dans les clubs aussi, une nomination d'un entraîneur-chef de gardien de but par club. Par contre, du côté gardien de but, c'est plus à temps partiel. Et ces entraîneurs-là vont combiner un certain nombre d'activités dans le district ou avec les clubs pro pour être capables de combiner, avoir une façon de gagner leur vie. Et ces entraîneurs de club-là vont demander à ce que chaque équipe du club ait au moins un entraîneur de gardien de but dans l'équipe. Et c'est des bénévoles, mais ils sont appuyés. Et ce qui était remarquable aussi quand j'étais allé, c'était de s'apercevoir qu'une fois par semaine, c'est obligatoire dans le club d'avoir au moins une soirée, 1 heure ou 2 consacrée exclusivement au gardien de but. Donc, c'est quand même intéressant. Et finalement, le programme finlandais, une de ses caractéristiques, a été développé par... Il y avait une personne clé là-bas en Finlande dans les années 2000 qui était un peu comme notre François Allaire d'ici, qui a été reconnu dans son milieu comme un expert. Et puis, l'accent a toujours été placé sur des situations de jeu beaucoup plus que juste sur des gestes techniques. Et ça doit peut-être aider à, si vous voulez, à prendre un peu un avance sur plusieurs nations au niveau des gardiens de but. Les situations de jeu, on parle de tir voilé, entrée de zone, jeu latéral. Donc, tout est référé par rapport à des situations de jeu. Donc, le gardien doit avoir des bonnes habiletés de base, mais va toujours réagir par rapport à une situation de jeu. Donc, les réagir beaucoup plus que juste d'avoir des déplacements techniques isolés. Impressionnant de voir ce que tu amènes au niveau, on a parlé un peu plus tôt de passion, mais on voit aussi que l'engagement, la stabilité, puis on t'a parlé un peu d'investissement, mais sans parler de quantité de sous, c'est plus, je trouve, la question stratégique et de stabilité est quand même impressionnante, d'avoir un désir d'avoir des entraîneurs stables qui vont être sur le terrain. C'est vraiment un côté fort intéressant. Tu es allé en 2016 en Finlande. Tu as constaté un peu ce qui se passait là-bas. Tu nous l'as très bien décrit. Tu nous as même parlé du chemin pour la performance. Si on se place 5 ans plus tard, est-ce que tu as fait un tour d'horizon à savoir comment les Finlandais, eux, décrivent leurs produits, si on veut? C'est quoi leur coup de cœur ou leurs éléments forts? En fait, si tu m'amènes à la prochaine diapo, Jean, dans cette section-là, ce que j'ai fait lorsque tu m'as demandé est-ce que tu viendrais parler un peu du hockey finlandais,
je me suis dit, je vais le faire simplement en fonction du livre que j'avais écrit, donc de mes connaissances dans les années 2010. Mais je me suis dit, je vais quand même poser la question à mon collègue finlandais, Kimmo Ikarinen, qui est devenu un ami au fil des ans. Et je voulais savoir, sans lui partager ma présentation, qu'est-ce que lui considérait leur force actuellement. Je trouvais ça important. Et puis, juste peut-être faire un petit rappel, mes dernières visites n'étaient pas en 2016, mais beaucoup plus de 2009 à 2015. Donc, c'est là que j'ai plus rencontré Kimo. Et il est revenu 2 ans pour le championnat mondial junior et j'ai pu renouer avec lui. Donc, je l'ai donc envoyé un petit courriel sur les questions que tu m'amènes. Et j'ai aussi eu une discussion après parce que j'étais quand même surpris de certaines réponses. C'est toujours bon d'aller valider des choses. Alors, dans les forces, pas de surprise là, l'équipe nationale des entraîneurs-chefs à temps plein, ils considèrent que ça les a vraiment permis d'avoir des résultats un peu plus constants au niveau des compétitions internationales et d'avoir une stabilité et en plus d'accentuer le développement des joueurs là, qui sont en ligne, soit vers leur équipe nationale, mais aussi vers la Ligue nationale, qui semble être de plus en plus un objectif qu'ils semblent vouloir rechercher. L'autre élément, c'est toute la collaboration entre les clubs et la fédération. Ça aussi, je l'ai expérimenté dans une des réunions que j'ai assistées peut-être en 2011, je crois, où tous les clubs étaient présents. Et puis, c'est une force parce que la possibilité, c'est pas nécessairement un grand pays comparé au Canada, où ils peuvent facilement regrouper tous les clubs, donc les présidents de clubs, puis leurs experts, puis essayer d'échanger avec eux, puis d'avoir une meilleure vision. Le dernier élément que je connaissais plus ou moins, c'est au centre à Viromaki. Maintenant, il travaille avec le centre de développement. Il doit avoir un volet un peu plus finlandais sur l'analyse des matchs ou l'analyse des déterminants de la performance. Alors, je vois qu'il semble mettre plus d'accent là-dessus. J'étais content et surpris aussi de voir une autre addition à leur volet qui est déjà assez bien rempli. Oui, c'est intéressant je trouve vraiment particulier que tu amènes la contribution du centre de Viromaki. C'est curieusement, on a établi des contacts dans notre équipe de laboratoire pour justement tenter de faire des ponts avec eux puis de s'intéresser à différentes facettes de l'analyse du hockey. Puis oui, ils travaillent sur des aspects pédagogiques, des aspects du jeu pour un peu quantifier et analyser la performance plus en profondeur, mais c'est particulier, puis c'est vraiment encourageant de voir cette possible collaboration-là entre le monde universitaire et les gens du terrain, puis les gens qui ont à cœur la performance de la nation ou de chacun des clubs. Derrière toute bonne recette, naturellement, les Finlandais font beaucoup de bons coups, mais ils ont certainement des dossiers chauds, des éléments sur quoi ils sont préoccupés. Puis, connaissant la population scandinave qui est relativement rigoureuse et dans une certaine forme perfectionniste, donc quels sont leurs dossiers chauds? En fait, c'est surtout ça que je voulais discuter avec mon collègue, en fait, finlandais. C'est bon, je suis surpris de voir que tu as placé le gardien de but comme étant un point amélioré. Alors, d'une part, ce qu'il me disait, c'est que souvent dans les clubs, l'intérêt pour les entraîneurs, puis ça doit être un peu comme ça au Québec, ici au Canada, on est bien attiré par les gardiens de but qui ont 15 ans, midget, 16 ans, 17 ans. C'est plus attrayant de travailler avec des jeunes qui ont un peu plus de possibilités physiques et techniques et aussi en lecture de jeu. Tandis que les jeunes, on parle de 9 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est un peu moins sexy pour les entraîneurs. Des fois, on prend ça moins sérieux. Puis finalement, ben, on sait très bien dans le développement à long terme du joueur qu'il y a des fenêtres d'opportunité en bas âge qui sont très, très importantes au niveau technique. Et puis, je pense qu'ils veulent retravailler ça un peu, remettre l'accent pour remettre un peu si vous voulez, d'énergie dans cette position-là. Et aussi, j'ai remarqué par ces commentaires que pour eux, c'est important, le repêchage de la Ligue nationale, c'est devenu de plus en plus important. Et puis, voyant qu'il y en avait un peu moins dans les dernières années, puis il semble en avoir moins qui s'en viennent, c'est un peu ça qui font en sorte qu'ils sont sans être en choc, là, ils veulent vraiment améliorer ça. L'autre élément, c'est dû un peu à notre société moderne, c'est tous la même chose en Finlande, à savoir que les jeunes
ils passent beaucoup plus de temps devant leur écran de télévision, d'ordinateur, de tablette, de jeux, et eux aussi sont moins actifs. L'autre élément, c'est que souvent les enfants vont protéger leurs jeunes et vont un peu les déresponsabiliser, leur trouver des excuses, ou sinon, c'est des jeunes qui vont se trouver eux-mêmes des excuses face à une performance qui est plus ou moins là, etc. Ils considèrent que s'ils font pas un travail entre 10 et 14 ans et 15 ans, après ça, rendu à 16 ans, l'attitude, tout ça, si c'est pas là, ça devient des valeurs trop importantes et puis il y a un retard qui est pris. Et ça fait en sorte que les joueurs qui arrivent à l'équipe nationale moins 16 ans, ils ont des mauvaises habitudes et des difficultés à vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu d'être un athlète de premier plan. Et c'est pas nécessairement juste propre à la Finlande, mais avec tous les entraîneurs qu'on peut parler ici dans les ligues provinciales et dans le reste du Canada, c'est le même principe aussi. Finalement, les points qu'ils voudraient améliorer, c'est leur entraîneur-chef de district, il y en a 8. Ils considèrent qu'ils devraient être plus à la glace, devraient aider plus les entraîneurs, encore une fois, dans des âges un peu plus jeunes que 15 ans, pour aider les clubs, les coachs de ces jeunes-là, qui des fois ont un petit peu moins d'attention dans le club, mais encore une fois, dont les fenêtres d'opportunité de développement sont super importantes. Quand même des bons défis, puis il y a quand même des ressemblances un peu avec des défis qu'on rencontre, comme par exemple toute la question d'avoir du plaisir dans les situations d'entraînement ou de pratique versus les matchs ou les compétitions. Ça reste tout le temps un débat. Puis naturellement, j'ai échangé un peu avec des intervenants là-bas, des professeurs universitaires, puis c'est ce qu'ils disaient. Ça me fait penser aussi au domaine de l'éducation physique. On est un peu dans un scénario semblable. Donc, c'est intéressant de voir quand même qu'ils ne sont pas parfaits et ils ont quand même leur dossier aussi à faire avancer. On fait référence à ton expérience au niveau du hockey finlandais. Si en quelques questions à la fin, on voulait parler des ressemblances, si j'avais à te demander c'est quoi les aspects qui sont les plus similaires entre le hockey finlandais et le modèle canadien ou québécois? Besoin des ressemblances, dans le fond, je dirais la collaboration entre les bénévoles et les experts professionnels. On en a de plus en plus aussi au Québec, aussi dans les programmes de structure intégrée ou dans les programmes d'hockey scolaire, des entraîneurs qui ont une certaine expertise et puis qui ont du background, de la formation continue. Mais il faut quand même, il y a un travail qui se fait avec les bénévoles qui est à la base de l'organisation aussi, qui appuie ces joueurs-là aussi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une ressemblance de ce programme-là. La grande passion qui anime les deux nations, nation canadienne, ça peut être aussi québécoise, versus celle de Finlande, c'est leur sport national, c'est celui qui attire le plus. Lorsque une équipe remporte une médaille d'or, championnat du monde junior, senior, c'est une fête incroyable à Helsinki. Les gens se déplacent pour y être allés dans plusieurs matchs pro. Tout ce qui est la télévision ressemble beaucoup au Québec. Quand j'y étais allé, j'étais un peu surpris, mais je pense pas qu'au niveau de la passion, que ça soit moins qu'ici. Et finalement, la ressemblance, on peut parler de vivre dans une société moderne, faire en sorte qu'il y a des valeurs aussi qui se modifient. Et on voit apparaître partout une espèce de plus grande inactivité physique chez les jeunes, même si au départ, la Finlande est une culture où il y a quand même plus d'activité physique, mais ça diminue quand même. Mm-hmm. Et compétition, les Finlandais le notaient des années 2010, et possiblement encore, c'est qu'il y a d'autres compétitions maintenant avec d'autres sports. Il y a un plus grand choix pour les jeunes, donc on peut faire d'autres activités aussi. Il faut être capable d'être actif plus dans son milieu pour faire la promotion de notre sport. Puis si on allait à l'opposé, les différences, qu'est-ce qui pour toi, là, quelles sont les différences les plus marquées entre les deux? Bien, je dirais que la cohésion du système, c'est la plus grande différence. On parle d'un pays de 5 millions d'habitants, 5 500 000 habitants. Mais une cohésion est tellement énorme. Et d'abord, au départ, la Finlande, c'est un pays qui se tient ensemble.
ne serait-ce que dans leur histoire, ils ont été un petit peu en guerre contre, pas un peu, mais en guerre contre la Russie et la Suède, qui sont deux pays à côté, un à côté de l'autre. Donc, là-dessus, ils ont eu à se tenir ensemble, ils continuent à se tenir ensemble. Ça se reflète dans le hockey, avec les sous qui placent dans le lien de communication entre les districts et les clubs et la fédération, de faire en sorte que il y a une grosse différence par rapport à ici, où il y a beaucoup d'autonomie des différents districts à travers le Canada, le Québec aussi. Donc, il y a plus d'autonomie chez nous. Puis, je dirais que le support professionnel aussi pour encadrer les entraîneurs est assez unique et très différent, où nous, on a probablement beaucoup d'entraîneurs experts, mais un peu moins axés sur le support aux entraîneurs. On n'a pas encore, si vous voulez, ce niveau d'encadrement-là. On a une étendue aussi qui rend les choses parfois difficiles, mais quand même, tu résumes bien, tu démontres quand même qu'il y a quand même des différences importantes. Oui. En guise de conclusion, on parle d'une rencontre que tu as faite dans la dernière décennie avec les Finlandais. Tu as établi des bons contacts avec eux. De notre côté, au laboratoire de l'UQTR, on a établi des premiers contacts depuis l'automne dernier pour aller les visiter, pour aller collaborer avec eux, parler de projets de recherche, de thématiques qui pourraient être intéressantes à développer en collaboration, en recherche concertée. Puis, il y a déjà on envisage déjà dès l'automne prochain, si les conditions le permettent, sinon en l'hiver 2021, d'aller les visiter. Puis, par rapport à ton expérience, puis par rapport à l'ouverture qui semble démontrer, pour toi, quels seraient les échanges les plus intéressants qui pourraient mener à des collaborations ou des contextes de partage ou de recherche de collaboration entre les deux pays? Ben, éventuellement, puis pour nommer, la chose qui serait pour moi importante et puis qui est possible d'échanger avec eux, c'est au niveau des méthodes pédagogiques. Et je veux dire par là que, d'une part, au niveau technique, la Finlande développe une bonne expertise au niveau des critères ou des points clés d'enseignement. Ils utilisent de vidéos. Ils sont aussi ouverts sur les nouvelles techniques ou les nouvelles techniques avancées dans un match de hockey qui est beaucoup plus rapide et qui exige du joueur beaucoup plus de changements de direction. Alors, ils sont très ouverts sur les nouvelles techniques et être capable d'enseigner ça dès le bas âge. Donc, ça, au Québec, on serait capable, le Canada aussi, d'échanger, de voir ce que nous, on connaît puis on sait. Et donc, il y aurait, au niveau des méthodes pédagogiques, des aspects clés d'enseignement. Il y aurait tout le volet aussi motivation, communication avec le jeune d'aujourd'hui. Quelles sont les façons de faire qui sont plus efficaces en apprentissage, qui permettent un meilleur développement et qui permettent aussi un meilleur plaisir du joueur, parce que l'élément plaisir devient maintenant de plus en plus central pour les jeunes et les parents qui amènent les jeunes au hockey. Ben, c'est très intéressant ce que tu amènes, puis c'est encourageant pour le futur parce on s'attend beaucoup là, de ces premières collaborations-là. On a eu quelques échanges, c'est des gens qui semblent très ouverts à aller de l'avant, puis à ce qu'on partage nos expertises respectives, puis vraiment intéressant. Donc, Yves, je te remercie pour le temps que tu t'as donné pour le sommet Science Hockey. C'est vraiment intéressant d'enfin d'avoir un point de vue approfondi du fameux modèle finlandais, parce qu'on aime toujours comparer un peu les écoles de développement d'un pays à l'autre, puis il y a tout le temps un peu de comparaison. Tu as publié un excellent livre qui est La rencontre au sommet du hockey international. On présente ici le lien à l'écran, mais c'est certainement une bonne façon de se faire une tête, puis d'aller plus en profondeur sur ce que tu as pu nous partager dans cette présentation-là. Donc, je te remercie, Jean, pour l'invitation. Merci beaucoup.